Yamiro Aristide, je suis doctorant à l'Université du Havre et je suis par ailleurs médecin. Donc la question m'intéresse à double titre. Merci aux intervenants. Ma première question, c'est par rapport au data, Elf Data Hub. Par rapport à la centralisation de toutes les bases de données dans une seule base nationale, est-ce qu'il n'y a pas un risque important de sécurité, d'autant plus qu'aujourd'hui, les informaticiens ont tendance à dire de décentraliser les lieux de stockage pour permettre, en fait, pour éviter que toutes les données soient centralisées sur un seul hub, mais de telle sorte que cette décentralisation soit distribuée pour qu'elle puisse être utilisée par tout le monde en temps réel. Ma deuxième question, c'est par rapport à la mise en place notamment de ce Elf Data Hub qui, en fait, vient après le rapport de Cédric Villani, notamment. Et il y avait le Elf Data Hub, mais également il y avait le dossier médical partagé, notamment qui a été lancé. Et d'ailleurs, nous avons tous reçu des mails, je ne sais pas si les gens ont reçu, pour activer notre dossier médical partagé, qui ne passait pas forcément par le médecin traitant. Et notamment dans le cadre de ce dossier médical partagé, j'ai vu qu'il y a eu une modification encore de la loi sur les ROPS pour que les éditeurs de logiciels intègrent directement un lien qui permet d'alimenter le dossier médical partagé à partir du cabinet et du médecin une fois que le patient donne son accord. Et je reviens notamment à la question du consentement, parce que ça, à mon avis, ça pose problème, parce que à chaque fois que nous devons manipuler les données des patients pour un acte précis, il faut un consentement pour le médecin. Il faut l'expliquer pourquoi et faire le consentement. Et je me vois mal à l'aise que les données de ce patient remontent directement au niveau du DMP sans que le patient ait à donner son consentement pour qu'on transfère dans le DMP. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, dans ce dossier médical, ils disent que lorsque l'information est disponible dans le DMP et que le médecin n'informe pas le patient par rapport à l'information, à partir de 2 semaines, je crois, l'information est dégrisée et le patient peut voir l'information sans forcément passer par son médecin. Je pense que, comme l'a si bien dit le professeur Emmanuel Hirsch, la France a atteint un certain niveau de relations humaines avec la médecine et que plein de pays copient. Il va falloir que nous gardons ça et ne pas forcément vouloir aller en vitesse vers l'utilisation de l'intelligence artificielle ou vers la numérisation des données et perdre la confiance que les différents acteurs ont de l'État et des médecins, parce qu'une fois que la confiance est perdue, même si nous mettons en place des outils solides et efficaces, elles ne seront pas utilisées, elles vont tomber directement en désuétude. Okay, merci pour ces questions. On va en prendre une deuxième peut-être tout de suite. Je crois. C'est noté. Hein. Bonjour, Cyril Olivier, Haute Autorité de Santé. Tout à l'heure, on a vu que donc, la valeur des données était liée à sa contextualisation. On a vu également qu'il y a un certain nombre de règles, de lois, de règlements qui permettent de protéger la personne, que la personne, Mélanie Clément-Fontaine nous l'a dit tout à l'heure, allait se protéger elle-même en fractionnant, par exemple, ses données elles-mêmes, ses identités éventuellement. Mais d'un autre côté, la personne va avoir un intérêt à ce qu'il y ait justement, au contraire, un chaînage de ces données. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des données de santé, mais en santé, il n'y a pas que les données de santé qui ont un intérêt, mais également d'autres données personnelles dont on ne voit pas forcément l'intérêt tout de suite, mais justement, c'est tout l'intérêt des recherches ou même pour le médecin, connaître finalement l'activité professionnelle de la personne, le lieu où il travaille, ou d'autres éléments qui ne sont pas en soi directement des données de santé ou qui sont dans des bases identifiées comme étant des bases de données de santé, peuvent avoir un intérêt pour cette personne, pour la personne directement. Au-delà de l'intérêt de santé publique qu'il peut y avoir au travers de la recherche. Et je me demande finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à associer le parcours de vie de la personne à son parcours de soins, ou finalement, quelles évolutions
pourrait être nécessaire? Est-ce que c'est souhaitable déjà? Est-ce que vous trouvez que c'est souhaitable? Et quelles évolutions seraient nécessaires pour permettre ce lien entre parcours de vie et parcours de soins ou parcours médical de la personne? La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé avait déjà abordé ces questions. Et rappelez-vous des controverses sur effectivement l'appariement de données personnelles, mais dans l'intérêt, c'est toujours la même question, c'est aussi dans l'intérêt du suivi de la personne et même de l'anticipation de certaines décisions. C'est là où c'est assez compliqué quand on voit, si vous prenez dans des domaines que nous on suit particulièrement, c'est les maladies neuroévolutives. Donc la dimension médicale est une chose, mais l'environnement social, l'environnement aussi économique, il y a tout un ensemble d'éléments et de paramètres qui sont aussi importants, ne serait-ce que pour l'anticipation dans les recours qu'il y aura d'une certaine manière proposés à la personne. Donc c'est là où, à mon avis, je termine sur ce point-là, moi j'étais opposé à certains éléments. Enfin, quand je dis j'ai été opposé, ça n'a pas un grand poids, puisque la loi a été d'une certaine manière très libéralisante, à mon avis, sur l'exploration et sur la mutualisation d'un certain nombre de données. Mais pour être citoyen dans ma réponse, je dirais qu'il ne faut pas qu'on soit dans des postures. Il faut qu'on soit dans des approches très personnalisées. C'est pour ça que je trouvais très intéressant, Laure, ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est quelle est la médiation que peut avoir la personne pour, en quelque sorte, la conseiller ou l'accompagner ou la coacher dans ces domaines. Et je pense que de la même manière qu'on a pour la maladie d'Alzheimer des gestionnaires de cas, même si le terme n'est pas bon, je pense qu'il y a une notion de gestion des données qui mériterait une certaine forme d'expertise au service de la personne. De la même manière, pour l'accessibilité pour des personnes en situation de vulnérabilité au numérique. En tous les cas, c'est une réflexion qu'on doit mener. Et je termine pour dire que le grand danger, c'est les gens qui sont dans des positions, j'allais dire, incontestables, qui pensent avoir des certitudes dans ce domaine. On va évoluer si on est trop, j'allais dire, entier. Je pense qu'on va arriver à des frictions, à des cassures, et que rien n'avancera d'une manière, j'allais dire, harmonieuse. Donc il faut vraiment trouver les médiations, et je pense que, et je termine sur cette affaire, vous l'avez dit tout à l'heure, de ce que vous mettez en place, je suis sûr que c'est démesuré, mais enfin ça fait partie un peu des hypothèses. On est toujours démesuré aujourd'hui. Les politiques, au niveau de certaines de leurs décisions, sont peut-être trop entiers et peut-être pas assez à l'écoute de la complexité. Donc la vraie question, c'est quel type d'interrogation ou de questionnement vont accompagner les différentes évolutions et pas les émotions trop drastiques de suite. C'est-à-dire quel type de mesures, quel type de prudence, c'est des questions qu'on peut poser, quoi. Donc c'est les multi-questions. Le hub, en fait, c'est un guichet unique, c'est pas une base unique. C'est-à-dire que dans l'architecture, suivant les projets, suivant les données, il y en aura qui seront sur le SNDS, il y en aura qui seront en cloud, il y en aura qui seront dans des entrepôts de données, puisqu'il seront possible d'avoir des systèmes fixes, des entrepôts, des cohortes. Et voilà, c'est un guichet unique avec un bureau virtuel d'accès, mais ensuite, les appariements, la pseudonymisation, les bases sont multiples. Et ensuite, on va même développer et financer des hubs locaux en région, puisqu'on sait qu'il y a des très beaux gros écosystèmes en Bretagne, en Midi-Pyrénées, etc. Et donc, voilà, les données, on ne fait pas une base unique. On ne fait clairement pas une base unique. On fait un guichet unique avec une plateforme d'outils en cloud-based, big data et IA. Sur le DMP, je ne connais pas intégralement l'idée du consentement dedans. Par contre, ce que je sais, c'est que dans la loi 2022, il est question d'un espace numérique en santé qui va inclure le DMP, mais qui va inclure beaucoup d'autres possibilités pour un patient d'accéder à l'intégralité de ces informations de santé. Ça va donner aussi à des médecins et autres spécialistes de pouvoir accéder à des outils numériques pour faire leur métier. Et dans cette ENS, il y a clairement des réflexions sur le consentement. Moi, j'ai fait mon DMP. Globalement, sans rien cliquer, j'ai eu 2 ans de remboursement de la CPM qui se sont uploadés tout seuls. Mais en même temps, quand je suis allé voir les CGU et tout, les mentions légales, tout était dedans. Donc bon, j'ai pas été choqué par ça. Et je ne serais pas choqué que mon médecin... Parce qu'en fait, le DMP, si on n'autorise pas de médecin à utiliser le DMP, il n'y aura rien qui va remonter. Donc c'est à partir du moment où vous autorisez votre médecin à remonter les informations, ben, vous l'avez fait une fois. Et puis moi, je ne suis pas choqué, mais je suis très libéral sur les données, donc ça ne peut pas marcher. D'autres réponses là? Oui, pour répondre à la deuxième question de monsieur sur en fait l'appariement des données de santé avec d'autres types de données sociodémographiques,
moi, je suis un peu étonnée parce que nous, on a vu beaucoup de projets de recherche qui mêlent, justement, par exemple, apprécier les conditions de vie de telle ou telle catégorie de malades. Bien évidemment, il est parfois nécessaire soit de questionner le patient lui-même, hein, donc le questionnaire porte sur des données sociodémographiques et elles sont appariées dans des conditions de confidentialité, de pseudonymisation, etc. Soit potentiellement, on peut faire appel aussi, par exemple, au fichier des caisses d'allocation familiale. Là aussi, c'est sous réserve, bien évidemment, avant le RGPD, sous réserve potentiellement d'une autorisation de la CNIL, mais sur le principe, rien n'interdit qu'il puisse y avoir des appariements de ce type de données, sous réserve que, bien évidemment, la finalité soit reconnue comme étant légitime, pertinence des données, enfin, la grille d'analyse classique. Donc, ce type d'enquête, d'études qui mêlent à la fois données de santé et données sociodémographiques, je veux dire, ça existe. Armelle Debru, je travaille un peu à l'espace éthique. Juste à propos de la dernière intervention, la dernière question de l'appariement des différentes sources d'informations. Enfin, il m'a semblé qu'on avait une tendance quand même à aspirer des connaissances, des données, notamment à propos de l'environnement du malade, de son lieu de vie, de sa façon de vivre, etc. Et une tendance à aspirer beaucoup de renseignements qui sont pris un peu au hasard des rencontres avec les soignants, surtout dans les hôpitaux. On parle à un interne, à un externe, à une psychologue, à la multiplicité de personnel qui va abonder des renseignements sur Internet, enfin, sur un écran. Et je pense que ça déborde. Vraiment, ça déborde. Et les éléments, par exemple, psychologiques. Arrive un psychologue qui fait un petit entretien et ces données vont être intégrées dans la base de renseignements. Et je pense qu'il y a une vraie, c'est ce que soulevait tout à l'heure le dernier intervenant, Cyril, qu'il y a une vraie tendance à ça, à enrichir la base de données avec des renseignements de sources différentes au nom de l'environnement du malade, etc. Ça m'est arrivé, on a trouvé que le fait que j'ai une maison de famille dans telle région de France, c'était à noter. C'était pas dans la Creuse, c'était peut-être ailleurs. Voilà. Donc ça m'a étonnée sur ce processus d'aspiration dangereux. Parce que là, il n'y avait plus rien à faire. Une fois que ça y était, c'était terminé. Ça se renouvelait et ça se reprenait tout le temps. Voilà, c'est juste une question que je vous pose, madame. Julie-Christine Duboc, donc psychologue en libéral, mais également chercheur. Les données que je peux recevoir de mes patients ne remontent à aucun organisme de la sécurité sociale, puisque je ne suis pas remboursée par la sécurité sociale. Et je trouve ça dommage. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, dans le travail de la santé, malheureusement, tout ce qui relève de la psychologie, des traumatismes de l'enfance, de tout ça, ne sont pas pris en compte suffisamment par les médecins et par le système médical, alors qu'ils ont un impact sur la santé qui est énorme, comme l'ont montré la très grande étude de Adverse Childhood Experiences. Et je trouve que ça, c'est dommage. Par contre, je suis aussi d'accord qu'après, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là ? Donc, en fait, pour le travail de la santé, je trouve que c'est essentiel qu'elles soient prises en compte, et elles ne le sont pas dans le cadre du libéral. Et par contre, au niveau de qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il y a suffisamment d'éthique pour accueillir ces données-là sur l'enfance et les traumatismes de l'enfance de l'individu, pour donner réellement un étayage important sur la recherche dans la santé ? Voilà, c'est ma question. Thomas Baudel, excusez-moi, IBM, et j'enseigne l'éthique du numérique à l'Université Paris-Sud, Saclay. Oui, ma question, c'est sur les aspects interculturels. On voit des pays comme la Chine, par exemple, qui peuvent avancer les valeurs de respect, bienveillance et justice, mais sous un angle franchement différent de l'angle sous lequel on l'aborde ici. Et ma question, c'est le cadre qu'on est en train de faire, le cadre qu'on est en train de mettre, est-ce qu'il a vocation à être universel, auquel cas il va falloir l'imposer, ou bien est-ce qu'il a vocation à cohabiter avec d'autres pays et d'autres endroits où on a une vision très différente ? Et j'aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet. Okay. Une dernière réflexion, c'est même pas une question, vous n'aurez pas y répondre si j'ai bien compris.
c'est un peu plus une réflexion. Donc, je suis Nathalie Gandon, déléguée à la protection des données à l'INRA. Et le mot protection, dans mon métier, il fait quand même sens. Et là, depuis cet après-midi, franchement, je m'interroge sur les fondements de la loi 78 et personne ne revient à l'histoire de Safari, quoi. Enfin, tout ce qu'on est en train de dire là, moi, ça me fait penser à Safari et qui a donné naissance à la loi pour nous protéger. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas si on ne va pas faire une régression. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. On est beaucoup dans l'autorégulation. Donc j'ai envie de dire, je prends des exemples sur le consentement éclairé, je l'ai vécu moi-même. Bon, les consentements éclairés, quand vous sortez d'accouchement, je me dis, vous venez d'accoucher, on vous demande le prélèvement du placenta, est-ce que c'est le bon moment de vous faire le consentement ? On ne pouvait pas vous le demander dans tous les examens préparatoires avant. Donc là, entre la théorie et la pratique, il y a quand même un énorme fossé. Franchement, ça me pose question. Et du coup, quand je vois Elf Data Hub, quand je vois plein de possibilités de plateformes pour accéder aux données, et qui se positionne en disant « Non, mais attendez, moi, je donne accès aux données, le responsable de traitement, c'est son affaire de respecter le RGPD. Et donc, je vais juste cocher une case. Oui, je t'assure, je l'ai respecté, le RGPD. » Là, c'est vraiment une question pour Sophie, mais que fait la CNIL ? Je veux dire, tant qu'on n'aura pas des audits, non mais sérieusement, des audits de conformité, d'aller vérifier que la case qui a été cochée, oui, bien sûr, j'ai respecté le RGPD, mais oui, on l'a respecté pour de vrai. Tant qu'on ne sera pas rentré, moi, souvent, je compare ça avec les radars automatiques pour le code de la route. Du jour où les radars automatiques ont été là, oui, on y était vraiment à 80 ou à 90. Voilà, voilà, c'est juste une réflexion personnelle et je m'inquiète un peu en tant que citoyenne. Ce que je vous propose, c'est que Emmanuel prenne le micro et réponde très rapidement aux questions auxquelles il souhaite répondre, s'il souhaite. Un mot de conclusion et ensuite on revient vers moi. Je trouve que la conclusion, pour moi, c'est ce que Madame vient de dire. Nous ne sommes pas des naïfs. Uniquement, on fait selon la tradition de la philosophie chinoise, c'est-à-dire on s'adapte à des circonstances sans vouloir aller à contre-courant. Et on essaie de préserver l'essentiel. J'ai la conviction personnelle, pour avoir vu beaucoup de défaites dans le domaine de l'éthique en, disons, 30-40 ans, j'ai le sentiment quand même qu'on a aujourd'hui, dans le domaine de l'intelligence artificielle, des gens qui, sur le front, à travers certaines structures, comités, défendent vraiment des valeurs fortes. Et pour moi, c'est un signal extrêmement rassurant. Je pense que c'est des gens honnêtes, des gens qui ont vraiment des convictions et qu'il faut les soutenir. Alors tout à l'heure, je disais dans ma conclusion, elle était un petit peu pessimiste, parce que j'ai l'impression quand même qu'au-delà de tout ça, il y a des forces extrêmement puissantes qui ne relèvent pas de nos logiques et de notre gouvernance. Ça, c'est quelque chose qu'on observe au niveau de la vie démocratique en général et qui nous amènera peut-être à la catastrophe. Mais l'esprit de résistance que moi j'observe dans ce domaine comme dans quelques autres domaines, pour moi, me rend assez confiant. En tous les cas, je n'aimerais pas ne pas être de cette bataille, même si elle nous amène à ce que vous évoquez, c'est-à-dire à une certaine forme de banalisation du mal. Et ce qui me frappe énormément, et ça a été dit tout à l'heure, c'est la responsabilité qu'on a, nous, aujourd'hui, de créer les conditions pour que chacun s'approprie ce type de réflexion. Et nous, par exemple, à Politis, on pense qu'on est des relais entre les comités, par exemple, ou la CNIL, ou toutes sortes d'instances, même le législateur, qui apportent une réflexion qu'on ne voit pas dans sa complexité. Donc on est des médiateurs, et notre ambition, c'est d'amener au plus près de la réalité du terrain, notamment des jeunes chercheurs, ces questionnements, parce que ce seront les vigiles, pour moi, à la fois d'aujourd'hui et de demain, mais en tous les cas, plus de demain. Donc, je comprends tout à fait ce que vous dites, et je pourrais avoir 1000 anecdotes dans d'autres domaines que l'intelligence artificielle, où j'ai vu, dans le domaine de la réanimation, toutes sortes de circonstances, où j'ai le sentiment que sur un certain nombre de valeurs, on a tergiversé jusqu'au moment où on a tellement banalisé qu'elles sont devenues indifférenciées. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, s'il y avait une urgence, c'est plutôt de soutenir et de valoriser, en apportant quelques petites critiques pour, au contraire, que les gens aillent plus loin dans leurs propositions. Et je termine en disant que je n'ai pas le sentiment, en tous les cas dans les pays européens, qu'on soit, encore une fois, en train de nous engloutir. La vraie question, c'est encore une fois une question politique de gouvernance. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, mais j'ai eu le sentiment de vous l'avoir dit quand même. Merci Emmanuel. Laure. Oui, moi j'ai 4 points extrêmement rapides. Le premier, c'est qu'il faut dire quand même qu'il y a un bénéfice médical évident à l'utilisation des données. Ça, je pense que personne n'en doute aujourd'hui. Et que donc, effectivement, on est devant le paradoxe de comment ne pas freiner l'avancée médicale certaine et respecter la protection des données. Donc, mais ce point, il faut le dire quand même. La deuxième, c'est que
consentir sans comprendre. Enfin, je pense qu'il faut faire attention de réellement questionner ce que signifie le consentement aujourd'hui. Et en fait, de la compréhension du processus, de ce que représente une donnée, de ce que chaque citoyen met sous le vocable donnée est extrêmement important. Parce que si c'est simplement cocher une case, mais ne pas comprendre ensuite le processus, donc l'information est absolument essentielle. Et du coup, elle est complètement liée à la sensibilisation des citoyens et à la formation. Ça a été très bien dit ce matin au niveau de l'éducation. Et je pense que c'est probablement essentiel aussi dans la compréhension de la rupture qu'introduit les données massives dans la façon de raisonner. Ça c'est certain. Et le dernier point, c'est que effectivement l'individu doit être... il y a le respect de l'individu en tant que tel, mais peut-être dans le cadre des données massives, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du tout, mais peut-être la notion de protection collective est peut-être plus utile, je n'en sais rien, que vouloir à tout prix une protection strictement individuelle. Et que là encore, il faut peut-être faire confiance, comme Emmanuel vient de le dire aussi, à la gouvernance des gens qui gouvernent les données. Je vous rejoins tout à fait. Je crois qu'il y a un juste équilibre aussi à trouver entre ce respect des droits des personnes et puis l'intérêt bien compris de santé publique qu'il y a à développer ces bases, à permettre une utilisation finalisée de ces données de santé. Vous évoquiez tout à l'heure effectivement un historique lourd avec Safari. Moi, je pense aussi à ce projet de création d'un fichier national de santé aussi dans les années 70. On y revient, mais dans un contexte aujourd'hui qui est quand même différent. Moi, je pense qu'effectivement, le numérique est aujourd'hui partout. Il y a quand même une plus grande sensibilisation des personnes. Je suis un peu plus mesurée. Vous disiez, Emmanuel, qu'il y a une certaine prise de conscience dans les milieux, je dirais quand même éthiques, milieux experts quand même. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience dans la population ? Je ne suis pas totalement sûre. Moi, je pense que vous l'évoquiez tout à l'heure, cette tendance de chacun à communiquer aussi facilement ses données sur Internet. Ce qu'on appelle aussi le privacy paradox, qui peut être un mythe. Moi, je ne suis pas totalement convaincue que la bataille puisse être gagnée. Donc, je pense que là, il y a aussi un accompagnement, des actions fortes à mener aussi auprès du législateur aussi. Je pense que très concrètement, le projet de loi actuellement en discussion pourrait être aussi cette occasion. Et je trouve qu'on se réduit beaucoup avec le Health Data Hub à un projet, je dirais, purement technique. Et la dimension économique que vous évoquiez en fin de votre intervention, effectivement, elle tend aujourd'hui à prévaloir beaucoup. Le fait qu'on est dans un contexte internationale où la France doit montrer qu'elle est encore là en termes d'économie numérique fait qu'il faut aussi utiliser les données de santé. C'est un peu trop cet argument qui prévaut aujourd'hui, encore une fois sans méconnaître l'intérêt de santé publique que revêt la création de telles bases. Donc voilà, je trouve que je suis un peu partagée sur... Juste 2 minutes. Oui. N'oubliez pas que vous avez dans quelques minutes le philosophe Léo Koutelek qui va nous apporter une conclusion qui va nous amener au cime. Mais juste, je ne voudrais pas que vous partiez pessimiste. On a eu la chance, le CCNE avait demandé aux espaces éthiques d'organiser des états généraux de la bioéthique. Et l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé, était à l'ordre du jour. Quand vous voyez les débats qu'il y a eu, notamment de personnes jeunes, on a organisé plusieurs débats à Sciences Po, et vous regarderez même sur le site de l'espace éthique, on a restitué le travail d'étudiants de Sciences Po qui travaillent ce sujet. Donc j'ai l'impression qu'on ne voit pas cette partie, parce que chacun est dans son milieu un peu professionnel, mais j'ai l'impression que ça pénètre davantage qu'on ne le pense, la conscience citoyenne. À nous de l'encourager. Mais je ne voulais pas que vous partiez pessimiste, parce que la CNIL a plus besoin que jamais de gens optimistes. Oui, et puis juste pour répondre, la CNIL, elle fait quand même pas mal de contrôles. Elle sanctionne aussi, vous le savez fort bien. Donc, soyez quand même un peu indulgente vis-à-vis de la CNIL. On ne fait pas rien quand même.
Oui, du coup, sur le hub, en fait, mon propos a été vraiment sur l'architecture et les projets. Il faut savoir que quand même, on a beaucoup de guidelines. Donc, il y a le comité éthique et scientifique et intérêt public. Ensuite, il y a la VICNIL. On est sur du référentiel de sécurité des données de santé. Donc, à côté du RGPD, c'est 1000 fois plus compliqué à mettre en place. Les données sont pseudonymisées. Il y a une interdiction légale de réidentifier pour les porteurs de projets. Donc voilà, on n'est pas quand même en train de se dire on va tout mettre sur Google Drive et faire tourner du Hadoop. Voilà, on travaille avec des hauts fonctionnaires en défense et sécurité, des responsables de sécurité, la DPO des ministères sociaux, la DPO de l'INDS. Voilà, il y a du monde derrière qui est sachant dans ces idées-là. Mais, et ça je le pense vraiment, dans la compétition mondiale et même la compétition entre l'Europe et d'autres pays, et il faut savoir qu'en 2020, la Commission européenne va lancer un projet de fédération de hubs nationaux en 2020, et donc on voudra tout à fait se positionner sur un projet d'interconnexion du hub français, par exemple avec un hub allemand ou autre pays à la pointe de l'état de l'art, et que clairement il faut aussi penser à nos startups. Il faut aussi penser à nos startups qui ont besoin de pouvoir accéder facilement, parce qu'il faut savoir, avant ça mettait 2 ans pour accéder à une base de données. Maintenant, dans les meilleurs des cas, c'est 3-4 mois, et c'est jusqu'à 6 mois pour accéder au SNDS. Une start-up, il y a 50% de chance d'être morte au bout de 2 ans. Donc au début, elle ne pouvait même pas accéder à une base de données avant d'être morte. Donc voilà, il y a quand même un besoin d'avoir ces bases sur l'aspect économique, mais aussi sur l'aspect, bon, je ne suis pas médecin, mais bon, on voit très bien qu'avec une multitude de données, on peut trouver de nouveaux traitements, et puis après, des choses plus pragmatiques, on peut améliorer le parcours de soins, on peut travailler sur la réhospitalisation. Voilà. Il y a plein de projets divers et variés qui pourront tourner grâce aux outils. Il y a l'aspect outils, il y a l'aspect sécurité, mais il y a l'aspect qu'on ne peut pas rester à la traîne, parce que sinon, toutes nos données vont partir en Chine et tourner sur des clusters Alibaba. Ok, juste 4 mots stricto sensu de méta-conclusion, si je puis me permettre. Je pense que ce qui m'a frappé dans les échanges qu'on a eus, c'est à la fois cette ambition d'avoir l'accessibilité à des données qui encapacitent globalement le système, et je pense que ça c'est particulièrement ambitieux et difficile. Comme conséquence, on a responsabilité, on a confiance, et pour moi, il y a quelque chose de fondamental, il y a régulation et auditabilité. Et je pense que si on arrive à rendre tout ceci compatible, en France et dans un contexte international qu'Achille vient de rappeler de façon très, très, très schématique, mais réelle, on est dans une situation qu'il faut aussi savoir prendre en compte, compte tenu de l'encapacitation aussi de chacun d'entre nous, de chacun des citoyens, de chacune des personnes qui vivent en particulier sur notre territoire. Merci à tous et à toutes.